J'en peux plus là. Non, je peux pas continuer, franchement. J'avais créé cette chaîne pour avoir des moments d'évasion dans la nature et tout, pour être moins stressé. Et au final, c'est un enfer. Putain, ça a augmenté mon niveau de stress. Non, je dois arrêter de Ciao Paname là. C'est pas possible. Ça, c'est exactement la réflexion que j'avais il y a quelques semaines quand j'étais dans ma douche et quand j'ai pris la décision d'arrêter ce projet, d'arrêter cette chaîne. Et dans cette vidéo, je vais pas faire de faux suspense car non, au final, Ciao Paname ne va pas s'arrêter. Mais je tenais à faire une vidéo bilan de la première saison. Parce que là, ça fait maintenant 1 an que je suis parti à l'île d'Oléron en septembre 2024. Et donc, je vais faire un bilan face caméra pour expliquer ce qui m'a amené à vouloir arrêter. Mais en fait, j'avais carrément acté la décision. C'est des personnes à qui j'en ai parlé qui ont fini par me raisonner, on va dire. Et je vais aussi vous expliquer, du coup, tous les enseignements que je retire de cette première année et tous les changements qu'il va y avoir. Parce qu'effectivement, il va y avoir des changements, sinon je ne pouvais pas continuer comme ça. Donc je suis venu ici à Meudon, donc on n'est pas sur une destination exotique, mais malgré tout, regardez-moi ce petit paysage qui est bien sympathique avec des canards là-bas qui foncent tous droit vers moi, on dirait la patrouille de France. Et pour ceux qui cherchent à regarder une aventure avec de la musique, avec des paysages qui défilent et tout, c'est pas le cas du tout. Là, on est sur un truc posé, face caméra, sandwich, jambon, cornichon comme on les aime. Donc si vous êtes en train de mettre un commentaire en mode « Ouais, on voit que toi, il n'y a que du blabla », effectivement, on va voir que moi, il n'y aura que du blabla. J'ai déjà eu ce genre de message. Donc je préfère prévenir ceux qui s'attendent à un truc qui bouge. Voilà, ça va pas bouger, ça va être un petit peu long. On parlera évidemment des haters, du petit bad buzz de Crozon. Je vais tout déballer carte sur table. J'espère que vous êtes bien installés. Je commence dans quelques instants, une fois que j'aurai mis en place la salle des machines, mis en route la salle des machines, ultra important, vous allez comprendre de quoi je parle. Allez, on est parti. Alors avant de dresser un bilan, je voudrais commencer par rappeler qu'est-ce qui m'a poussé à lancer ce projet de Ciao Paname. Il y a peut-être des personnes qui sont arrivées récemment sur la chaîne et qui n'ont pas eu tout le contexte du départ. Donc il faut savoir que c'est un projet que j'ai lancé il y a 1 an. Pour 2 raisons principales. On va dire il y a 2 motivations. La première, c'est cette envie de départ. D'ailleurs là, je suis en train de découvrir un endroit dans la forêt de Meudon, mais qui est incroyable. Donc je vais marcher là sur cette allée qui a l'air d'être très très longue. Donc là, juste le fait par exemple d'être sur cette allée verte, alors qu'on est juste à côté de Paris, ça me fait du bien. Mais on va dire que l'idée de Ciao Paname, c'est de pousser le concept bien plus loin, avec des évasions du coup en pleine nature. J'adore, en fait le truc c'est que j'adore la rando, j'adore la nature, mais pas de là à habiter en pleine campagne. En tout cas pas aujourd'hui, parce que j'aime aussi la vie parisienne, j'ai un travail, je suis freelance dans la vidéo, donc j'ai beaucoup de clients à Paris, etc. J'aime l'activité, la culture, plein de choses de Paris. Donc du coup j'ai pas envie de quitter Paris, mais par contre j'ai envie de goûter à la nature régulièrement. Et en fait l'idée c'est plutôt que de dire soit je suis que à Paris, soit je pars faire le tour du monde pendant 1 an et demi et puis après je reviens dans la merde parisienne, je me suis dit pourquoi je ne trouverais pas un équilibre. D'où cette idée de partir régulièrement à l'aventure dans un mode du coup de séjour rando et bivouac, parce que j'adore dormir en pleine nature, dans ma tente, dans le sauvage, pas être dans un camping ou dans un Airbnb. Donc c'est de là déjà qu'est venue l'idée de partir 1 fois par mois pour avoir finalement des échappées. Et le deuxième ingrédient, du coup ça m'essouffle un peu de marcher, deuxième ingrédient c'est la vidéo. Car oui, c'est vraiment du 50-50. Parce que si j'ai décidé de lancer une chaîne pour partager ça, c'est parce que j'adore filmer, j'adore faire des vidéos, c'est mon métier, mais c'est avant tout ma passion. Et en fait, c'est bien beau de faire des vidéos pour nos clients, mais quand on est vidéaste, on a aussi envie de faire des projets perso, qui ont du sens et qui sont suivis. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on commence comme vidéaste, on a le rêve de faire du cinéma, des courts-métrages, de la fiction, comme tout gamin. Peut-être qu'aujourd'hui, les enfants, ils ont envie de devenir youtubeurs, mais moi, à l'époque, c'était vraiment faire du cinéma, quoi. Sauf que, en sortant d'école, je me suis rendu compte que j'aimais bien filmer. Enfin, comment dire,
j'arrivais à progresser techniquement, mais je savais pas écrire un scénario. Donc du coup, je filmais des trucs et j'écrivais des petits scénarios comme ça, un peu en prétexte finalement. Je me rappelle un jour, j'avais fait même une formation pour apprendre à utiliser des caméras, la lumière, un truc très très avancé. Et je me suis dit, putain, ça me donne tellement envie que je vais rentrer chez moi. Et si je faisais un court-métrage? Mais du coup, j'ai essayé de trouver un scénario de court-métrage juste pour utiliser les compétences techniques que j'avais apprises. Sauf qu'en fait, c'est de la merde parce que une vidéo, elle est regardée avant tout parce que c'est intéressant, le sujet est intéressant, l'histoire est intéressante. Jusqu'au jour où il y a 3 ans, j'ai décidé de partir faire ma première rando comme ça tout seul en Normandie. J'ai pris mon téléphone, j'ai filmé ça sur TikTok, j'ai diffusé ça avec un vlog par jour et en fait, je me suis rendu compte d'un truc de ouf, c'est que j'ai en fait une salle des machines qui active ma créativité et c'est tout simplement mes jambes. Dès que je me mets en mouvement, en fait, je sais pas ce que ça fait, mais je pense qu'il y a... Ouais, je suis toujours dans le bon sens. Je pense qu'il y a un truc au niveau de la circulation sanguine. Ça paraît logique, en fait, dès qu'on fait du sport, on a les idées plus vives, etc. Donc forcément, l'esprit créatif, il est activé par la circulation du sang, mais aussi par le fait qu'il y ait du paysage qui défile. Et en fait, j'espère que vous m'entendez bien au niveau du micro. Et en fait, je me suis dit, putain, mais c'est incroyable, moi qui galérais à écrire des scénarios, je pensais vraiment être mauvais là-dedans. Et bah là, le scénario, en fait, il s'écrit devant moi. C'est-à-dire que quand je marche, je croise des choses, des animaux, des gens, des événements, enfin voilà, il se passe vraiment plein de choses. Donc je me suis dit, bah en fait, si je pars faire des aventures chaque mois, ça sera l'occasion de raconter ça en vidéo, d'une manière vraiment comme je kiffe, pro, machin. Et bah comme ça, j'allie finalement mes deux passions, la rando et la vidéo. Donc c'est vraiment ça le concept de base. Maintenant, je vais vous préciser comment ça s'est passé il y a 1 an, au moment du lancement de Ciao Paname, et comment je suis passé en quelques semaines de l'excitation totale à la loose absolue, quoi. Mais vraiment, j'étais au fond. Donc, en fait, il y a un jour où j'ai eu un déclic pour lancer cette chaîne. Je regardais une vidéo d'un vidéaste, un YouTuber qui s'appelle Bunker Sauvage. Donc c'est clairement lui qui m'a donné envie de lancer cette chaîne. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, c'est quelqu'un qui à l'époque faisait des tutos pour apprendre à être vidéaste. C'est grâce à lui notamment que je me suis formé en vidéo. Ça, c'était il y a 10-15 ans. Et après, sa chaîne a pris d'autres directions et il s'est mis à faire de la rando. Randonnée tout seul, puis ensuite randonnée avec un âne, etc. etc. Et du coup, il a fait, c'est lui qui m'a donné envie de faire de la rando. Et il y a 1 an, il a fait une vidéo face cam. Il faisait une aventure en tandem avec sa copine et il disait, mais... Toi qui regardes ces vidéos, qu'importe où tu es, si tu es au boulot, dans un boulot qui t'enferme, j'espère que ces vidéos t'amènent un peu de douceur. Et sachez que moi, si je vous montre tout ce voyage, ce n'est pas pour vous donner envie, vous rendre jaloux. C'est au contraire pour vous inspirer et vous montrer que c'est possible de faire ça simplement, sans budget, à l'arrache, sans rien organiser, sur un coup de tête. En gros, comme je le dis souvent dans mes vidéos, si je le fais, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas le faire. Et en fait, des fois, on a juste besoin de tout petits déclics comme ça. Genre le truc, il est pas loin, mais on n'a quand même pas le courage de le faire parce que j'avais déjà fait des vidéos avant en Reel Instagram, sur TikTok, des vidéos courtes, des vidéos de rando quoi. Mais sauf que j'avais jamais fait des versions longues. Et ça demande quand même beaucoup plus de travail et de courage de lancer une chaîne YouTube. Et en fait, ce jour-là, c'était autour du 10 juin 2024. Bah en fait, quand j'ai vu cette vidéo, là, il disait ouais, c'est pour vous motiver à vous lancer. Et bah, je me suis dit putain, let's go là, ça y est, c'est bon, je suis chaud là. Putain, j'ai envie de lancer ma chaîne quoi. Ah mais en fait, c'est la 3e chaîne YouTube que je lance. Et j'avais eu exactement les mêmes réflexions pour les 2 premières. Genre c'est d'un coup, waouh, vas-y, let's go, je vais chercher le nom, le logo, putain, j'ai le feu intérieur. Et en fait, donc j'ai trouvé le nom rapidement et tout. À la base, ça s'appelait Ciao Paris. Hein. Et en fait, il se trouve que Ciao Paris, c'était déjà pris par un podcast sur les gens qui déménagent de Paris, enfin qui quittent Paris pour aller vivre à la campagne. Donc du coup, j'ai dû brainstormer pour trouver un autre nom. C'est 2 potes qui l'ont trouvé, enfin voilà. Et j'avais mon anniversaire une semaine après ce déclic. Donc du coup, j'ai dit à mes potes, ouais, putain, j'ai une annonce à vous faire. The big annonce. C'est là que j'ai annoncé le projet et j'ai commencé à leur proposer finalement d'être guest. Parce que l'idée de départ, là, je me retrouve un peu à l'ombre, l'idée de départ c'était de partir soit seul, soit avec des gens
Et les gens du coup qui étaient présents à mon anniversaire, c'était des potentiels guests. Donc je me suis dit, je vais faire l'annonce là. Et donc à mon anniversaire, il y avait Thomas, que vous avez vu sur Paris Le Havre. Il y avait Tom aussi. Voilà, bref, d'autres personnes qui seront peut-être guests un jour. Et donc là, j'étais dans un enthousiasme de ouf, ouais, je vais partir une fois par mois, il y aura des vidéos. Du coup là, j'ai commencé à faire appel à un compositeur, à une graphiste pour me faire mon logo, mes musiques, dont je suis ultra fan d'ailleurs. Et du coup, au mois de septembre, je me lance pour la première aventure à Oléron. Sauf que à ce moment-là, j'étais comme un ouf. Donc on va dire qu'entre juin et septembre, c'était le début du projet. Je vérifie si ça tourne toujours. Ouais, le début du projet et il n'y avait plus qu'à y aller quoi. Donc let's go. Je tourne à Oléron tout seul, je pars à Oléron. Et il se trouve que l'aventure 2 en octobre et l'aventure 3 en novembre, c'était avec un guest à chaque fois. Et le truc c'est que partir tout seul, ça peut s'improviser à n'importe quel moment. Mais partir avec un guest, ça veut dire qu'il faut forcément prévoir les dates, prévoir le lieu, prévoir qu'est-ce qu'on emmène, les billets de train, où est-ce qu'on se retrouve, etc., etc. Donc j'avais calé en gros les dates d'octobre pour que ça colle avec l'agenda de Thomas et les dates de novembre pour que ça colle avec les vacances de la Toussaint pour Tom. Donc je me suis retrouvé à faire 3 aventures entre le 15 septembre et je crois un truc genre le 3 novembre quoi. Donc finalement en un mois et demi j'ai fait 3 aventures. Donc les aventures en elles-mêmes, ça va, ça s'est bien passé, ça demandait un peu de boulot de préparer, mais en vrai ça allait. Mais ce qui était surtout compliqué, c'est la charge qui est arrivée derrière, vous vous en doutez, c'est le montage. Et c'est ça qui a été l'enfer cette année, c'est le montage des vidéos. Donc si vous n'êtes pas vidéaste, peut-être que pour vous, ça peut être un petit peu flou, le montage de vidéos de rando. On peut se dire, ouais, en fait, tu filmes ce que tu vois et puis tu mets ça bout à bout, tu mets des musiques. On aime bien le rendu de tes vidéos, mais ça n'a pas l'air non plus d'être si compliqué que ça à monter. En fait, ce qu'il faut comprendre, j'ai toujours peur que ça s'arrête de filmer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je filme une rando, quand je pars en rando, vu que je veux faire un format chiadé, version YouTube, format long avec des musiques, je vais pas juste prendre 3-4 images dans la journée, les mettre bout à bout et balancer ça. Non, moi ce que je veux, c'est avoir un résultat optimal. Pour avoir un résultat optimal, il faut forcément filmer beaucoup. Il y a de la sélection. En plus, je vous expliquais tout à l'heure que j'ai plus besoin d'écrire mon scénario. Parce que le scénario, c'est ce qui se passe. Sauf que dans une journée, il y a des trucs qui sont incroyables, d'autres trucs qui sont moins incroyables. Des fois, je vais peut-être arriver, il y a une énorme... Je sais pas moi, par exemple, là, on peut se dire que je filme là, et puis quand j'arrive au bout, je vais peut-être filmer aussi. Je pense peut-être arriver, je sais pas moi, sur un château, et en fait, j'arrive sur un espèce de parking dégueulasse avec des poubelles. Donc, ce truc-là, je l'aurais filmé. Parce que je peux pas savoir à l'avance, et puis je vais pas aller voir là-bas comment c'est, puis revenir en arrière, et puis filmer quoi. L'idée c'est vraiment de filmer sur le vif, ce qui se présente spontanément. Donc là je vous ai donné un exemple un peu pourri, mais dans la nature, il y a tellement de trucs jolis que finalement, notamment dans le Morvan avec Tom, j'étais tout le temps en train de filmer ce qui se passait. Waouh, putain le champ, waouh, le soleil à travers les arbres, waouh, regarde des vaches, waouh, des moutons, un oiseau, et en fait on se retrouve à la fin avec, pour vous donner un ordre d'idée, sur l'aventure dans le Morvan avec Tom, on s'est retrouvé avec 12 heures de rush pour les 4 jours. Donc 12 heures de rush pour les 4 jours, ça veut dire que chaque jour j'ai filmé 3 heures de vidéo. Mais vous vous en doutez, j'ai pas filmé en continu, donc ça veut dire qu'en fait, des fois il y a des plans qui durent 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, des fois il y a des face cam un peu plus longs comme je suis en train de faire là. Mais en fait 12 heures de vidéo c'est énormissime. Et d'ailleurs, du coup, j'en profite pour sortir, j'ai pas préparé cette vidéo, mais j'ai juste préparé un petit accessoire. Et voilà. Non, je rigole, c'est pas ça du tout mon objet, mais j'adore ce concept d'hôtel à insectes, ou ici à abeilles visiblement. Ça a l'air d'être vraiment spécifique pour les abeilles. Putain, je trouve ça magnifique déjà, c'est très très graphique. Et c'est cool d'avoir ça pour les animaux. Non, l'objet que je voulais vous montrer,
c'est ça. Donc, j'ai fait tout simplement, c'est ma seule prise de notes pour cette vidéo, j'ai fait en fait le compte. Donc il y a eu 5 aventures jusqu'à maintenant sur Ciao Paname. J'ai fait le compte de combien de temps j'ai passé pour le montage à chaque fois. L'île d'Oléron, là, ce que vous avez, c'est les jours d'aventure. Oléron, 5 jours. Le Havre, Paris-Le Havre à vélo, 4 jours. Morvan avec Tom, 4 jours. Crozon, 5 jours. Et le Néouviel, la dernière, 3 jours. Ça devait être 4, mais ça a été avorté. Du coup, ici, le montage de l'île d'Oléron, ça a été le tout premier épisode. Donc, il a fallu lancer le concept, créer les génériques, etc. etc. Donc, vu qu'il y a eu 2 épisodes, 40 heures pour le premier, 30 heures de montage pour le deuxième. Ça veut dire 70 heures au total de travail. J'ai fait après des moyennes par jour. Et vous, dites-vous bien que 70 heures de travail, c'est pas rien, c'est 2 semaines légales de travail. Sauf que moi, Ciao Paname, ça me rapporte pas d'argent. C'est ma passion. Donc c'est cool de partir faire une aventure, mais derrière, ça veut dire que, allez, si on prend des journées de 8 heures, 8 x 10, 8 x 9, allez, ça fait à peu près 8, allez, on va dire que ça fait 8 jours de travail, grosso modo. 4 jours pour l'épisode 1, 4 jours pour l'épisode 2. On va dire une petite semaine. Donc vous imaginez que je suis parti une semaine à l'île d'Oléron. Dans l'absolu, ça veut dire que derrière, je dois faire 2 semaines de montage. Donc ça veut dire que j'ai 3 semaines dans mon mois qui sont bloquées pour Ciao Paname. C'est clairement pas possible. Vous vous rendez compte en termes de calcul. Pour Paris-Le Havre, il y avait aussi 2 épisodes. J'ai mis pareil, 40 heures pour le premier, 30 heures pour le deuxième. Il y avait moins de choses à faire sur les génériques, mais par contre beaucoup de choses à faire sur les caméras 360 degrés, parce que je vous rappelle qu'on était à vélo, et là la caméra 360 degrés, ça demande beaucoup plus de travail que l'iPhone. Donc c'est pour ça que ça a été aussi long, 70 heures. Le Morvan avec Tom, 4 jours d'aventure, 30 heures et 25. Alors un petit peu moins quand même, vu qu'il n'y avait pas les génériques et c'était de l'iPhone, mais si vous vous rappelez, il y avait toute la partie avec la séquence d'horreur où j'ai fait peur à Tom dans la forêt, etc., etc. Bon, il y avait quand même un peu de travail créatif. Tout ça, c'est des choses, justement, voilà. Ça, c'est un exemple. La séquence où j'ai ramené la petite poupée du film Saw et j'ai fait peur à Tom, où j'ai installé tout ça. Dites-vous bien que, voilà, ça, c'est du montage. C'est-à-dire que c'est pas juste mettre un plan, mettre une musique dessus et ça fait peur. Non, c'est une question de rythme. J'ai filmé en longueur. Cette séquence avec Tom, je sais pas, j'avais peut-être 25 minutes de rush au total. Dans le montage, à la fin, elle a duré 3-4 minutes. Il a fallu prendre les moments pour pas trop teaser, pour montrer qu'on a un peu peur, mais pas trop, et que ça soit rythmé par rapport à la musique, pour que le final de la musique, quand ça part et tout, bah, ça arrive au bon moment. Tout ça, c'est ça le montage. Hein. Le montage, c'est pas de l'assemblage. Je dis pas ça pour que vous m'envoyiez des fleurs. Ouais, bravo Théo, t'es un bon monteur. C'est juste pour que vous compreniez qu'est-ce que ça implique de monter. Donc là, il y a pas mal de gens qui passent. C'est toujours bizarre de faire du vlog, surtout à Meudon. Donc, ensuite, donc on en était là. Crozon, 5 jours d'aventure, donc 40 heures ici, parce qu'en fait, j'ai fait un seul épisode pour toute l'aventure. Et le Néouviel, donc là on a 3 jours. Et c'est là que ça a changé. Si vous avez vu le Néouviel, vous savez que dans ma vidéo, j'ai expliqué que j'ai adopté un tout nouveau mode qui est le tourner-monter, parce que effectivement c'est l'enfer, le montage que ça me demande. Donc là, j'ai commencé à mettre quelque chose en place à partir de là. Et si on regarde, bah, vous vous rendez compte qu'au niveau de la moyenne, du coup, du nombre d'heures par journée d'aventure, hein, c'est ça le calcul que j'ai fait, 14 heures par jour d'aventure, 14 heures de montage, hein, j'entends, 17 heures pour le Havre, 14 heures par jour pour le Morvan, 8 heures par journée d'aventure pour Crozon, et là, 5 heures par journée pour le Néouviel. Vous vous rendez compte de la différence quand même, hein. 17 heures, c'est-à-dire que je fais 17 heures de montage pour arriver à la conclusion, ça y est, j'ai monté le jour 1. Alors que là, je fais 5 heures de montage dans le Néouviel pour dire, ok, j'ai monté le jour 1. Donc c'est quand même une énorme différence, et du coup, bah, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, comment ça s'est passé, et je continue juste après parce que là il y a des gens juste à côté et je pense que je bloque l'hôtel à insectes. La dame m'a demandé « Bonjour, vous faites l'état des lieux des insectes ?» Non, non, je fais l'état des lieux de mes heures de montage sur Ciao Paname et je trouvais juste l'hôtel à insectes cool. Donc vous voyez, il y a une énorme différence au fil des épisodes. En plus, j'avais pas une vision claire de combien de temps ça allait me prendre. J'espérais aller plus vite que ce que ça a duré au final. Parce que si je savais au début que ça me prendrait 40 heures de montage, je me serais pas lancé dans Ciao Paname. Donc, du coup,
ce que j'ai fait, enfin ce qui s'est passé plutôt, c'est que au bout de... Quand je suis parti dans le Morvan avec Tom pour la 3e aventure, j'avais pas encore monté l'épisode du Havre. Et du coup, je suis rentré du Morvan, j'avais 2 aventures de retard. Donc j'avais 4 vidéos. Parce que j'ai fait 2 vidéos pour chacune de ces aventures. Du coup, il se trouve qu'en plus, on était dans la période d'hiver. Décembre, janvier, février. Je sais pas vous, mais moi personnellement, cette période-là, c'est la pire période de l'année en termes de motivation, d'énergie, d'humeur. Décembre, janvier, février, il y a peu de lumière, il fait déjà nuit à 16h. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de soleil, il pleut. Ouais, la période des fêtes, tout ça. Enfin, je sais pas, j'ai jamais vraiment aimé cette période. Donc, je me suis retrouvé à me dire, putain, j'ai 4 épisodes de retard. Wow. Puis, vu la charge de travail, donc j'étais démotivé. En plus, ce qui s'est passé, c'est que dans mon activité de vidéaste freelance, ça s'est mis à décoller à ce moment-là, je sais pas pourquoi. Et là, j'ai un gros projet qui est tombé en janvier-février, ce qui fait que je devais être en tournage à droite à gauche partout en France, et en fait ça me prenait quasiment tout mon temps. Donc je me suis dit, c'est à ce moment-là que j'étais dans ma douche et je me suis dit non mais ok, je me rappelais de cette soirée d'anniversaire où je disais putain les gars, je lance Ciao Paname, je vais tout casser et tout, et je me disais putain mais je me sentais un peu comme une merde quoi, de me dire je vais arrêter ce projet quoi, mais c'est trop là, je peux plus. Parce que c'est vrai que moi j'ai un petit peu tendance, il y a des gens quand ils lancent un projet, ils vont l'annoncer à personne. C'est-à-dire qu'ils vont se dire ok je vais faire ça, et en fait je vais d'abord travailler de mon côté, je vais faire mon petit truc dans mon coin, et après je vais peut-être le publier, mais même pas sûr. Et s'il y a des réactions, tant mieux. Parce qu'ils vont peut-être avoir peur de s'engager ou de machin, d'être critiqués. Moi je suis plutôt dans la catégorie de ceux qui annoncent publiquement pour me mettre une pression et un coup de pied au cul tout simplement, et d'avoir des comptes à rendre aux gens. Et là en fait je l'ai fait vraiment x 10 quoi. C'est-à-dire que j'ai annoncé ça à ma soirée d'anniversaire, après je me rappelle j'ai fait un mail à tous les gens qui pouvaient être des guests en disant ouais regardez le programme de l'année à venir. Donc j'avais déjà planifié les 10 aventures des 10 mois de septembre à juin, etc., etc. Donc du coup je me suis dit putain, quand j'étais dans la douche là, oh merde, je vais arrêter ça, on va me critiquer, je suis qu'une merde et tout. Enfin je me sentais vraiment mal, mais je me disais mais c'est pas possible, ce projet il était là pour me faire sortir, me faire m'échapper, la légèreté, et puis après créativement m'exprimer, me marrer, et j'étais au point mort. Parce qu'en fait l'énergie de la rando, l'énergie qui est créée justement par cette fameuse salle des machines, que je suis en train d'ailleurs là d'exprimer devant vous, bah en fait quand je suis chez moi, je ne l'ai plus du tout. Je suis juste en mode, j'ai 12 heures de rush sur un disque dur, et j'ai vraiment la flemme de commencer. Donc du coup, quelles sont les 2 décisions que j'ai prises par rapport à mon process de vidéo créatif? Je sais pas du tout combien de temps la vidéo va durer, hein, ça risque d'être assez long. Donc il n'y a peut-être pas grand monde qui regardera ça jusqu'au bout, mais je me dis au moins moi ça me permet de faire mon propre bilan. Du coup les 2 décisions que j'ai prises, la première c'est par rapport au montage. Le montage en fait le problème c'est que vu que comme je vous ai expliqué, j'ai mon travail en tant que vidéaste freelance, je suis aussi formateur, donc ces 2 activités là elles me rapportent de l'argent, et Ciao Paname ne me rapporte rien. Donc je me disais dans mes journées, je vais toujours mettre dans ma to-do list les trucs qui me rapportent de l'argent, mon métier quoi, et Ciao Paname ça viendra à la fin. Vers, je sais pas, vers 16h par exemple, de 16h à 20h. Sauf que, étant en plein hiver, en plus dans une période où le soir c'est pas beaucoup de lumière et tout, ce qui se passait, mais tout le temps, systématiquement, c'est que le matin je faisais mes tâches pour mon travail, début d'après-midi aussi, et arrivé à l'heure où potentiellement je pouvais me mettre sur Ciao Paname, déjà il y a toujours des tâches imprévues qui se mettent par rapport au travail, qui viennent se rajouter, un mail d'un prospect qui demande un devis, donc c'est cool, mais il faut le traiter évidemment, parce qu'il y a une potentielle chiffre d'affaires qui va rentrer, un montage que je suis en train de faire pour un client qui prend plus de temps que prévu, un petit coup de scroll Instagram, parce que j'ai quand même déjà bien bossé pour ma boîte, mes chats qui viennent ronronner sur mon torse, et c'est quand même cool, parce que on est en hiver, c'est la déprime, donc faisons-nous du bien, base de câlin quoi. Bref, vous comprenez un peu la mécanique, ce qui fait que
il y a un nombre de jours incalculable où je suis arrivé en fin de journée et sur ma to-do list c'était écrit Ciao Paname à la fin et je rayais quoi, ou je faisais rien parce que j'étais pas fier de moi quoi, j'avais un peu honte. Je me disais putain encore une fois j'ai pas avancé sur Ciao Paname quoi. Et du coup ce que j'ai décidé, mais récemment là, il y a pas longtemps, hein, c'était genre en août là, j'ai compris un truc, je me suis dit bah en fait il faut absolument que je planifie mes tâches de Ciao Paname en priorité dans mes journées. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un concept qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. Pour résumer les choses, vous avez les tâches urgentes et importantes, urgentes non importantes, non importantes urgentes et non importantes non urgentes. Ciao Paname, c'est une tâche qui est importante mais non urgente. Importante parce que c'est un projet qui me tient à cœur, mais non urgente parce que c'est pas ça qui me paye mon loyer. Sauf que ces tâches non importantes, importantes non urgentes, il faut les planifier, parce que si on les planifie pas, comme si c'était urgent finalement, on les fait jamais. Donc je me suis dit, je vais mettre ça le matin, en démarrage de journée. Donc du coup, bah, ma journée elle commence à 8h30. Donc là, quand j'avais un épisode à monter, bonjour, je planifiais ça à 8h30 le matin. Et je faisais toute ma matinée, alors en fonction de la longueur et de ce que j'avais à faire d'autre. Là, typiquement, je faisais 8h30, 12h30, Ciao Paname. Et ma journée de boulot commençait à 14h. Et là, évidemment, je le faisais, forcément. Parce que le matin, mon téléphone était éteint. Et j'avais pas d'autres sollicitations. Et les cerveaux étaient frais. Donc ça, c'est la première chose que j'ai ajoutée. Et la deuxième, c'est au niveau du tournage. Donc ça, c'est arrivé dans le tout dernier épisode, dans le Néouviel. Comme je vous ai expliqué dans cette vidéo, j'ai fait ce que j'appelle du tourner-monter. Je me suis dit, oh putain, j'adore tourner, j'adore faire des randos, mais le montage c'est chiant. Surtout que, imaginez-vous bien, l'épisode 2 par exemple du Morvan, qu'on a tourné tout début novembre, je l'ai monté tout début mai, avec ces histoires d'hiver, de clients, de machin. Décembre, janvier, février, donc c'est en gros 5-6 mois après l'aventure. Donc vous imaginez bien que j'avais oublié tout ce qui s'était passé. Donc je devais revoir chaque plan. Ah ouais, donc ça c'est le plan de la forêt en travelling avant. Ah ouais, donc ça c'est le plan avec un coucher de soleil. Ah ouais, celui-là, Tom avait fait une blague. Mais 6 mois plus tard, en fait, elle est pas très drôle sa blague. Désolé Tom, c'est juste un exemple. Donc je me suis dit, plutôt que de tout filmer, un petit peu comme si je faisais... je ratissais large avec un râteau, ou alors je prenais un filet de pêche avec mon bateau et puis je chopais que les meilleurs poissons dans mon filet, bah, je vais y aller à la canne à pêche. Je vais juste prendre les plans où je sais qu'ils seront bons, parce que ça, grâce à l'expérience, en tant que vidéaste, on sait ce qui est pertinent, ce qui n'est pas pertinent. Tout comme en face caméra, on sait que quand on va dire un truc, ça va être bien, enfin donner du rythme à une vidéo finalement, faire du storytelling. Donc je me suis dit, ok, je vais faire du tourner-monter, c'est-à-dire je tourne que les plans qui seront dans mon montage final. Au début, je voulais même pousser le truc à l'extrême en commandant une caméra Super 8 pour dire ok, j'emmène une caméra Super 8, j'ai 20 minutes de péloche, de pellicule, je tourne 20 minutes sur ces 2 jours par exemple. Et c'est comme ça. Les gens, ils verront mon magnéto de 20 minutes, brut, comme les films à l'ancienne là, vous savez. J'aimais bien cette idée. Quand tu regardes les vieux films, un coup t'as bébé qui est en train de prendre son bain, et puis le cut d'après, il a 6 mois de plus et il est à la plage en train de manger une glace. Enfin, il y a un côté assez marrant. Donc je voulais partir dans ce délire. Au final, c'était genre 2 jours avant mon départ dans le Néouviel. Et je me suis dit, bon, sois pas si extrême, t'as un iPhone dans les mains. Et donc, autant faire ça avec ton iPhone. Au début, je voulais installer des applications pour pouvoir filmer que 20 minutes. Bon, j'ai pas trouvé. Donc, ce que j'ai trouvé comme solution, c'est finalement, dans ma tête, de réfléchir à chaque plan. Ok, pourquoi je tourne ce plan? Donc là, j'ai filmé un gros plan sur les plantes. Par exemple, là, je vous fais un truc en temps réel. Donc là, par exemple, voilà, je fais un plan comme ça, un plan large. Bah, du coup, je vais pas refilmer le même plan 200 mètres plus loin avec un plan comme ça sur le truc. Ça va faire trop. Donc peut-être que le prochain plan, je sais pas, moi, je vais venir faire un plan serré sur une feuille, je sais pas, ou un gros plan comme ça, et puis une transition de mise au point vers je ne sais quoi. Et du coup, il faut que chaque nouveau plan apporte quelque chose de plus que le plan d'avant.
C'était la première fois que je le faisais et je peux vous dire que c'était un kiff absolu à faire parce que au lieu d'avoir 3 heures à la fin de la journée de tournage, je me suis retrouvé avec 45 minutes. Alors, il y avait quand même besoin de faire un peu de montage, hein, c'était pas zéro montage non plus, mais sur le Néoviel, comme je vous ai expliqué, j'ai fait 5 heures de montage par journée d'aventure, au lieu de 17. Donc on a plus que réduit par 3, on a réduit par plus que 3. Et ça, c'est ma grande satisfaction. Donc voilà pour tout ce qui est mon process créatif, moi au final, mais assez parlé de moi, parce que oui, que du blabla, on ne voit que toi. Dédicace à Peuple en Images, mon plus grand hater. Je vais parler un petit peu des autres maintenant, notamment les guests. Les guests, ça c'était aussi un enjeu. Donc pour vous donner un peu les coulisses de comment ça s'est passé, donc en début d'année, j'ai dit ouais, voilà mon calendrier d'aventure. Donc je devais en faire 10 dans l'année, hein. J'en ai fait 5 au final. Et donc l'idée c'était de caler des guests, que les gens viennent piocher les aventures qui les intéressent. Donc Thomas a choisi Paris-Le Havre, Tom a choisi le Morvan, et Clara et Louise ont choisi la Bretagne. Donc j'ai eu 4 guests au total. Et en fait, ce qui est intéressant pour moi, ce qui a été intéressant, c'est que du coup j'ai expérimenté tous les formats. Parce qu'il faut bien comprendre que vu que la vidéo fait partie intégrante de ce projet, c'est-à-dire que c'est 50% c'est des aventures dans la nature, mais 50% c'est on fait des vidéos, le process en fait il n'est pas le même. Quand j'étais tout seul, comme là par exemple à Oléron ou dans le Néoviel, là c'est simple. C'est-à-dire il y a moi, il y a la caméra. Quand je veux exprimer un truc, je vous l'exprime. Quand je veux faire que filmer paysage, je le fais. Et quand j'ai des interactions avec les gens, je fais en sorte de les filmer. Mais au moins c'est clair, je contrôle. Quand on est deux, c'est un peu différent, mais là ça reste du contrôle. Dans le sens où soit je peux faire un bout de facecam tout seul si le guest est devant ou derrière, soit on interagit tous les deux et dans ce cas-là je peux filmer l'autre, ça crée une interaction sympa pour la vidéo, soit je filme le paysage. Et en général d'ailleurs le guest fait office de modèle, c'était cool, on montre quelqu'un finalement dans le paysage, donc c'est assez intéressant. Donc ça m'a bien plu. Et le format à Crozon avec Clara et Louise, avec 2 guests, c'est marrant parce que c'était encore différent dans le process créatif, dans le sens où quand je veux faire un face caméra par exemple pour tout seul, là ça changeait rien. C'est-à-dire je pouvais, s'il était devant, derrière, si j'étais pas en train de leur parler, je pouvais décider de faire un face cam pour faire un petit bilan de où ça en est. Oula. Bonjour. Maintenant, si je voulais faire une interaction avec soit l'une d'entre elles, soit les deux, c'est-à-dire une interaction à 3, là en fait ça rajoutait une contrainte parce que souvent, quand elles étaient en train de parler par exemple toutes les deux, de ouais, t'as fait quoi il y a un mois, machin, parce que c'était aussi les retrouvailles évidemment, j'allais pas débarquer et dire ouais alors ça avance ou pas, combien de kilomètres? Si la personne est en train de dire, je sais pas, partager des trucs même intimes des fois dans les aventures, justement moi c'est ce que j'aime beaucoup dans les aventures, c'est que ça permet de rencontrer les autres, les gens avec qui on part, d'une manière assez intime en fait, parce que marcher ça rapproche, on a du temps, on est sur un rythme assez lent, et du coup voilà, j'allais pas débarquer avec ma caméra pour faire une blague poète dans ce genre de moment, donc faut sentir le truc, mais ça veut dire que les moments où on peut filmer, il y en a un peu moins. Et ça je l'ai expérimenté. C'est pour ça d'ailleurs je pense qu'il n'y a eu qu'une vidéo pour Crozon alors qu'on a fait 5 jours d'aventure. J'aurais clairement pu en faire 2 dans l'absolu, mais c'est juste que là, vu qu'il y avait une dynamique à 3, je voulais moins interrompre ce qui se passait, les discussions. En tout cas, je remercie chaleureusement Thomas, Tom, Clara et Louise de m'avoir suivi dans cette folle aventure. C'était franchement vraiment cool de faire ça avec vous, parce qu'en plus, pour les 4, alors sauf pour Tom, mais on était déjà partis ensemble, donc ça compte quand même. Pour les 4, ils étaient jamais partis en bivouac comme ça, dormir en tente, porter la tente dans le sac ou sur le vélo. Et du coup, c'était cool s'il y avait le côté découverte, qui était drôle quoi. Et dans les vidéos, je pense que vous avez pu vous en rendre compte que ça faisait des interactions sympas, beaucoup de moments lyophilisés, beaucoup de dégustations lyophilisées. Je vais peut-être pas continuer à faire ça pendant 10 ans, parce qu'au bout d'un moment, on va se lasser de voir des gens calculer le temps de cuisson d'un quinoa aux légumes de chez Decat.
Mais en tout cas, merci à... Putain, c'est joli ici. Merci à tous. Et précision aussi, pour les guests, ça fait partie aussi des choses qui m'ont demandé du temps et de l'énergie, parce que en fait, planifier plein d'épisodes dans l'année avec des guests, ça nécessite en fait de motiver les gens. Parce que les gens, vu que bah déjà c'est pour faire de la rando, ils font pas forcément de la rando ou en tout cas du bivouac en tente comme je vous ai expliqué. Donc faut les chauffer, ouais t'inquiète ça va être l'aventure machin. Le fait que ça soit filmé aussi, bah je dis pas qu'il y a quelqu'un qui a été dérangé, mais ça peut aussi freiner, hein. Tout le monde n'est pas habitué à montrer sa gueule sur YouTube comme je le fais. Et donc ça m'a demandé de l'énergie déjà pour motiver les gens. Ah vas-y ça te chauffe de partir. Et aussi d'organiser donc telle date comme je vous disais tout à l'heure, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'à partir de maintenant, ça c'est un des changements aussi, je vais moins focaliser la chaîne sur les guests parce que tout simplement ça me demande beaucoup d'efforts. J'ai envie de plus d'être un peu dans un esprit, maintenant je suis sur des chantiers quoi, changement d'ambiance. J'ai envie de plus d'être dans un truc de ok, je m'échappe, je pars à l'aventure, je filme ça, je rentre, je le monte, je le publie. Et si quelqu'un, à un moment donné, quand j'ai prévu de partir à l'aventure, veut se joindre à moi, au projet, et bah let's go. Mais je veux pas faire ouais, toi tu seras dispo en avril, machin, parce que ça, franchement, ça a été trop aussi, ça fait partie de ce qui m'a demandé du travail. Et donc voilà un petit peu pour la partie guest. Allez, parlons maintenant du sujet que vous aimez tant, les haters. Car oui, ça y est, comme tout bon youtubeur, j'ai mes haters et j'ai même fait mon petit bad buzz. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand j'ai lancé Ciao Paname il y a 1 an, j'avais déjà mon autre chaîne YouTube qui s'appelle Théo Mandar, sur laquelle j'ai 46 000 abonnés, hein, c'est une chaîne que j'ai depuis 2018, sur laquelle je fais des tutos pour apprendre à filmer, à monter. C'est mon métier de faire ça, donc du coup je partage mes connaissances. Et du coup, quand j'ai décidé de lancer Ciao Paname, je me suis dit, certes c'est une nouvelle chaîne YouTube, mais j'ai envie qu'il y ait des gens qui voient ces vidéos-là. En fait, n'importe quel vidéaste vous le dira. En fait, quand on crée des choses, on a envie que ça soit vu. D'ailleurs, on pourrait élargir à n'importe quel artiste, musicien, dessinateur, machin. T'as envie que les gens voient ton travail, qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, peu importe, mais t'as envie que ça ait de la portée, parce que si c'est pour faire une vidéo que je regarde tout seul sur mon projecteur avec mes chats, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Donc je me suis dit, pour la booster, cette nouvelle chaîne, je vais utiliser 2 leviers. Le premier levier, c'est... Putain, ça me fait rire, je tombe sur des trucs. On est vraiment pépouze là. Là, je suis de nouveau à l'endroit où j'étais au début, avec les canards et tout. Ça me fait trop rire de voir des gens comme ça, parce que là, en fait, on est à Paris, on n'est pas en aventure. Donc du coup, là, c'est des gens, c'est leur petite sortie du samedi après-midi. Enfin bref. Donc du coup, c'est l'heure de l'apéro. Alors Janine, il s'est passé quoi cette semaine? Ah bah figure-toi que j'ai eu une réponse du notaire. Ah bon? Oh, raconte. Donc, 2 leviers. Le premier, c'est d'utiliser ma chaîne YouTube avec 46K pour faire la promo de Ciao Paname. Donc, ce que j'ai fait, vu que j'aime bien être un petit peu provoque sur mon autre chaîne, j'ai fait une vidéo qui s'intitule « Pourquoi 95% des vidéos de voyage sont chiantes ?» D'ailleurs, c'est ce que je pense réellement. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des vidéastes, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur caméra, ils filment quelques paysages, des trucs magnifiques, plan drone en général, ils mettent une musique épique par-dessus et ils se disent « Waouh, j'ai fait une vidéo de ouf et tout ». Sauf qu'en fait, quand tu n'étais pas dans le voyage et que tu connais pas la personne, tu te dis c'est une vidéo le plus banale, quoi. Moi, quand je tombe sur des vidéos comme ça, je trouve ça chiant parce qu'il n'y a rien dedans, il n'y a pas de fond, ça raconte rien. Donc j'ai fait une vidéo sur ma chaîne en disant voilà, et si vous voulez faire une vidéo de voyage qui captive, qui est intéressante, intégrer du face caméra, des interviews, des interactions avec les gens. Du coup, quand j'ai fait ça, il y en a certains qui se sont sentis visés. Alors certes, ça a marché, je pense, ça m'a fait venir des vues, mais il y en a certains qui se sont sentis visés par ce que je clashais, dont un certain peuple en images. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont venus un peu me clasher dans les commentaires. Et du coup, il y en a un qui a dit « Ouais, 95% des vidéos des Théo Mandar sont chiantes. » Ou alors
Donc ce que je vous disais, on ne voit que toi, c'est que du blabla, t'es égocentrique. Ou alors je sais pas quoi, je répondais à ces commentaires, moi ça me faisait toujours rire. En fait, j'ai l'expérience d'avoir déjà créé une chaîne et du coup je prends plus maintenant les commentaires négatifs de manière personnelle. Surtout quand c'est des gens qui viennent de mon autre chaîne et qui viennent me clasher. C'est-à-dire que c'est des gens en fait qui n'ont pas demandé à ce qu'on leur présente une vidéo de rando. Donc ils ont réagi au fait que je clash leur vidéo. Et du coup le mec il partait dans des trucs, ouais t'es un pervers narcissique, je sais pas quoi, t'es un rigolo de kermesse comme on dit en Bretagne, enfin bref ça me faisait rire. D'ailleurs il commente plus, bah si t'es là, peuple en image, n'hésite pas, j'épinglerai ton commentaire. Et voilà, d'autres mecs qui me disaient, je te l'ai déjà dit, l'humour c'est pas ton truc. Le mec il se prend pour mon père quoi, bon c'est drôle. Et donc voilà, j'ai eu quelques commentaires comme ça de haters, mais je sentais que c'était des gens qui venaient de ma chaîne principale. Il y a 3 leviers en fait. Le deuxième, c'est mes proches. Les amis, la famille, tous les gens que je croise, en fait, je leur ai parlé de la chaîne Ciao Paname. Et j'en reparlerai après d'ailleurs, parce que c'est très très intéressant. Ça a été dur. Et en fait, ça m'a autant fait plaisir que ça a été dur. Donc je vous en parle juste après, mais avant, le troisième levier, du coup, c'est les groupes Facebook. J'ai l'impression de partir dans tous les sens, j'espère que cette vidéo n'est pas trop bordélique. Et donc les groupes Facebook, en fait, le concept est simple. Vous avez des groupes Facebook sur tout. Et il y a beaucoup de groupes sur la rando, sur Passion Nature, la nature en France est magnifique, machin. Donc ce que je me suis dit, c'est que pour booster mes vidéos, je vais poster mes vidéos sur des groupes Facebook. Donc du coup, à chaque aventure, je postais un post sur tous ces groupes Facebook en disant « Ouais, bonjour, je viens de sortir une nouvelle vidéo sur mon aventure. » Par exemple, dans le Morvan, avec Tom, il s'est passé ci. Donc j'ai publié ça dans tous les groupes génériques de France, de rando, et en plus dans tous les groupes du Morvan. Il y a un groupe par exemple qui s'appelle J'aime le Morvan. Et il y a eu, je crois, 200 likes sur ce groupe, donc c'est énorme, ça m'a apporté beaucoup d'audience. Et après, du coup, quand je suis allé à Crozon, c'est là qu'on va arriver au bad buzz, j'ai intégré tous les groupes de la presqu'île de Crozon, évidemment. Et j'ai dit ouais, en plus j'ai nommé ma vidéo. En fait, quand on fait une vidéo YouTube, il faut que le titre soit percutant, faut qu'on comprenne rapidement en lisant le titre de quoi ça parle. Et j'ai nommé 5 jours de bivouac en Bretagne, presqu'île de Crozon. Alors qu'en réalité, en fait, on fait que 2 nuits de bivouac et 2 nuits de camping dans la vidéo. Mais il est vrai que c'est interdit de bivouaquer à Crozon. On le savait pas. Moi, ma philosophie, c'est un peu de me dire, bon, allez, de toute façon, moi, je respecte la nature, je respecte les choses. Et je prône un mode de voyage minimaliste, qui respecte la nature, qui est proche de la nature, des animaux. Donc je suis pas là pour tout dégueulasser. Maintenant, forcément, quand tu fais des vidéos, ça a un impact. Et en plus, quand tu viens crier haut et fort sur des groupes, des locaux, regardez comment j'ai bivouaqué sur votre presqu'île où c'est interdit par la loi. Donc forcément, je me suis pris un bad buzz. Donc il y a eu plein de gens qui ont mis « Ouais, tu viens saccager l'autre région, ne venez pas, encore un youtubeur qui respecte rien et tout. » J'avais l'impression d'avoir dézingué leur presqu'île, alors qu'en fait, voilà, c'était incroyablement magnifique. Mais bon, je peux comprendre. Il y a même l'office de tourisme qui a commenté ma vidéo. Et moi, quand je t'ai dit d'une manière constructive, c'est ok. Je leur reproche pas. Je le reproche que quand c'est vraiment sur le ton de l'agression et que les gens, t'as l'impression que j'ai fait que pisser sur leur région pendant 40 minutes alors que j'ai passé mon temps à dire que c'était merveilleux, quoi. Enfin bref, donc voilà un petit peu. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que ça a plutôt marché. Il y a quand même eu une portée de ces leviers. Là, je crois que je suis à 340 abonnés. Par contre, ce que je voulais vous dire sur mes proches, c'est que la toute première vidéo, notamment la toute première, mais je l'ai partagée à tout le monde. Et en fait, là, le truc, c'est que j'ai eu des proches qui ont été emballés par le projet. Mais il y a d'autres personnes, et attention, je leur en veux pas, il y a d'autres personnes qui soit n'ont pas regardé les vidéos, et en fait, je vais pas leur en vouloir, parce que la première, elle dure 48 minutes. Donc vous imaginez, vous êtes dans votre quotidien, peut-être avec des enfants, un travail, un quotidien bien chargé. On vous dit, va voir ma vidéo de 48 minutes, t'es bien gentil mon coco, mais j'ai autre chose à foutre. Mais après, il y a d'autres personnes qui m'ont fait des retours qui étaient pas forcément positifs. Enfin, comment dire? Il y a des gens qui n'ont pas aimé, en gros. Il
y a des gens qui n'ont pas aimé, qu'on m'a dit que c'était enfin voilà, que c'était pas le bon ton, que ça donnait pas envie de partir à l'aventure. Des arguments, enfin c'était très argumenté, hein. Je recevais les choses, c'était pas du hater pour le coup. Ou alors on m'a dit ouais, sur la durée, ouais, faudrait que ça dure 10 minutes. Moi 10 minutes je pourrais regarder, mais là 40. Et en fait, ça m'a effectivement impacté. Quand on crée des choses comme ça, eh ben on a tendance à vouloir plaire à tout le monde, et encore plus à nos proches. Et regarde, c'est un peu comme un enfant qui demande à ses parents de le regarder. Et regarde maman, j'ai fait ça, j'ai fait un château de sable. Et tant qu'elle ne regarde pas le château de sable, maman. Alors qu'en fait, il y a 10 personnes qui sont en train de regarder le château. C'est d'autres personnes. Et qui se sont dit, waouh, qui sont en train d'applaudir. Mais sauf que la personne à qui t'as demandé, elle n'a pas regardé. En plus, là, c'est pas le bon exemple parce que pour le coup, ma mère a regardé tous les épisodes, très assidue, tout comme mon père. Je vous embrasse si vous regardez la vidéo. Et mais voilà, bon, tout ça pour dire quoi, que là, la chaîne est lancée, ça fait 1 an. Ça fait 1 an que, bah voilà, que j'ai lancé le truc, je commence à me roder, à trouver mon format. Et je vais me détacher un petit peu du retour des gens à qui, enfin, des gens qui n'avaient rien demandé, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas la cible de base. Parce que je me rappelle l'été dernier, quand je préparais le projet, j'étais sur des séjours UCPA, je travaillais pour l'UCPA. Il y avait quelqu'un, une fille qui s'appelle Clara, qui regardait pas mal de vidéos de gens qui faisaient de la rando. Et je m'étais dit, je l'avais carrément interviewé, je lui avais posé plein de questions pour savoir, ok, toi, ça serait quoi un épisode idéal? Plutôt 30 minutes? 35 minutes? Ouais, plutôt 30 minutes parce que comme ça, je peux le poser à ma pause déj. Ok, c'est quoi qui t'inspire et tout? Donc j'étais dans une espèce de logique de trouver le concept parfait, sauf que le concept parfait n'existe pas et il y a des gens, ils vont aimer des vidéos de 10 minutes, d'autres d'une demi-heure, d'autres d'1 heure, enfin, il n'y a pas de règle en fait. Et je reviens toujours au même truc, que je conseille d'ailleurs à mes collègues vidéastes, c'est de faire les vidéos que vous avez envie de consommer. Et moi, vu que je consomme des vidéos de 40, 50, 1 heure, notamment les vidéos de notre ami Céleste de Bunker Sauvage, qui fait des vidéos d'en moyenne 1 heure en ce moment. Une vidéo par jour d'ailleurs, hein, c'est pas une vidéo toutes les 3 mois, hein, c'est une vidéo par jour d'1 heure. Je regarde ça comme une série Netflix. Et c'est excellent. Donc moi, j'aspire à faire la même chose. Et ceux qui regardent que des trucs de 10 minutes, c'est pas grave, je ne suis pas leur cible. Enfin, ils ne sont pas ma cible plutôt. Mais franchement, ça fait... Là déjà, le fait de vous en parler, j'ai les idées bien plus au clair. La salle des machines est vraiment efficace là. J'ai juste le bras qui est moins efficace en termes de non-douleur. Mais voilà, donc je me suis paumé dans la forêt, mais je suis tellement bien que... C'est ça que je voulais vous partager. Je commence à arriver au bout de ce que je voulais dire. Je vais me concentrer plus sur moi, sur faire les trucs que j'aime, me détacher un peu du regard, de comment ça va être perçu. Dernier sujet dont je voulais vous parler, c'est le sujet des blessures. Il y a 2 dossiers blessures que je voudrais aborder. Le deuxième, il me remue un peu rien que d'y penser. Mais déjà pour commencer, je me suis blessé comme vous avez pu le voir. En fait, je me suis blessé dans 2 aventures. Je me suis blessé sur Paris-Le Havre, où je me suis blessé au genou en pédalant. Et je me suis aussi blessé sur cette même aventure aux 2 petits doigts. Ça a mis, je pense, 3-4 mois quand même à revenir. J'avais des espèces de fourmis. Enfin, c'est pas vraiment une blessure, mais c'est un impact des choses sur mon corps. Et je me suis aussi blessé dans le Néouviel au mois de juillet, sur la dernière aventure. J'avais un sac beaucoup trop lourd, j'avais pas de bâton. Et en fait, j'ai trop forcé. Enfin bref, j'ai fait les erreurs de débutant. J'étais un peu, quand j'ai commencé ce projet, en mode vas-y, j'ai la trentaine, je suis sportif, je vais montrer que je sais faire, mon corps va encaisser. Donc voilà, j'y allais un peu en mode freestyle, je n'étais pas trop focalisé là-dessus, sur la santé, sur le corps. Et donc j'ai été un peu rattrapé par tout ça. Donc là, je vais faire un peu plus attention, surtout si vraiment cette année, j'aimerais bien partir plus régulièrement. Donc je vais faire plus attention à ça. Donc déjà, peut-être faire un peu de kiné à certains moments pour être bien ok avec qu'il n'y ait pas de problème sur mon corps. Et du coup, j'ai acheté les bâtons pour les randos en montagne. Je vais aussi optimiser la partie nourriture.
C'est ça aussi que j'adore partager sur cette chaîne, c'est que du coup, vu que je démarre en tant que bivouaqueur et tout, du coup je me forme petit à petit dans tout ce qui est équipement, nourriture, réchaud, optimisation du sac. Donc ça c'est des choses que je veux vous partager parce que j'en suis encore à un niveau très débutant. Donc ça c'est vraiment un plaisir. Mais donc là voilà, j'ai beaucoup appris aussi de cette première année par rapport à ça. Et je vais faire les choses un peu plus sérieusement, on va dire avec un peu plus peut-être de maturité ou d'expérience tout simplement. C'est comme ça qu'on s'améliore. Et le deuxième dossier blessure, c'est un dossier qui est très important parce que c'est Hugo, mon beau-frère, qui s'est blessé, donc c'est pas moi directement. Mais en fait, pourquoi je vous en parle, c'est parce qu'on devait faire le GR20 avec Hugo et aussi avec Tom, donc mon cousin avec qui je suis parti dans le Morvan. On devait le faire au mois de juin. Et c'est pour ça que dans le générique d'intro des vidéos, vous avez vu et finir la saison 1 par le célèbre GR20. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait le GR20. Et en fait, je suis hyper content de ne pas avoir fait le GR20, au-delà de ce qui s'est passé pour Hugo. Parce que clairement, mes histoires de blessures et d'optimisation, j'étais pas du tout au point encore. Donc le GR20 sera plus tard. Mais du coup Hugo, il s'est blessé, c'est pour ça qu'on n'a pas pu partir. Il s'est blessé, Hugo, il est élagueur, il est lac des arbres et tout, il fait un métier physique, il monte dans les arbres, là, il pourrait monter là-haut, tout ça. Mais il s'est pas du tout blessé comme ça, il s'est blessé en coupant une glace, tout simplement. Il voulait se couper un morceau de Ben & Jerry's ou je sais plus quoi là. Et voilà, bon, il a pris un Opinel pour couper de la glace et il s'est blessé le pouce. C'est pas très drôle parce que il a mis, je crois, 2-3 mois à se faire une rééducation. Ça a été douloureux, enfin bref, je vous passe les détails, mais c'est pour cette raison du coup qu'on a annulé le GR20, même si après coup, j'étais content de... En fait, c'est marrant, je lui ai envoyé un message, genre en avril je crois, ou en mai. Ouais, vas-y, faut qu'on réserve les billets, moi je suis chaud pour cette date. Encore une fois, ce que je vous expliquais en début de vidéo, l'énergie qu'il faut mettre pour motiver les guests, caler des dates, etc. Donc je lui envoie ça du coup un samedi, je crois. Parce que je me disais, voilà, ça s'anticipe un GR20. Et en fait, le lendemain, il m'appelle avec ma soeur et leurs enfants. Ah putain, ça va pas du tout. T'as envoyé ton message à Hugo, il était trop dégoûté parce qu'il va pas pouvoir partir malheureusement. Et donc ils m'ont expliqué la blessure. Et du coup, j'ai dit non mais franchement, honnêtement, moi j'étais un peu en mode, vas-y, je motive les troupes parce que c'est un peu moi qui drive le projet. Mais finalement, ça m'allait très bien de pas le faire parce que j'étais encore en pleine mission pour un client. Et j'étais pas assez préparé pour le GR20. Donc voilà un petit peu pour ce dossier blessure. On le fera avec Hugo et avec Tom, mais ça sera plus tard. Et ça y est, me voilà de retour à mon vélo. Je viens de regarder la durée de la vidéo. J'ai vu que ça faisait plus de 50 minutes, c'est énorme. Il y a potentiellement pas grand monde qui doit être encore là, peut-être même personne. Bon, c'est vrai que ça correspond à la durée habituelle des vidéos de Chao-Paname, mais là, pour une vidéo où il n'y a que du blabla et on voit que moi, c'est quand même beaucoup. Et donc du coup je vais m'arrêter là. Je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et honnêtement ce qui est assez incroyable c'est que le fait d'avoir parlé de tous ces sujets ça fait un bien fou, vous vous en rendez pas compte. C'est aussi ça peut-être que les gens comprennent pas toujours, c'est que faire des vidéos face cam comme ça, déjà je sais que ça parle à pas mal de gens quand on partage des choses comme ça, intimes et comment on vit les choses. Et moi personnellement, c'est comme si c'était une thérapie en fait. Là j'ai l'impression que tout ce que je vous ai partagé, c'est comme si les sujets, ils étaient ah putain, c'est bon quoi, ils sont évacués, ils sont traités, c'est comme si j'étais devant un psy. Donc ouais, je me sens beaucoup mieux et là je suis chaud patate pour attaquer la prochaine saison. Franchement, je serais vraiment intéressé d'avoir votre retour sur tout ce que j'ai partagé et sur cette première saison de Chao-Paname. Si vous avez regardé les aventures, plusieurs aventures, n'hésitez pas à me faire un commentaire complet sur comment, quel est votre rapport à la rando, comment vous avez perçu tout ça. J'aime bien savoir qui y a derrière et comme on dit que la majorité des gens est souvent silencieuse, elle ne commente pas, elle ne like pas, voilà, vu que c'est la fin de la première saison, c'est l'occasion pour vous de me faire votre petit feedback. Je vous laisse là et du coup on se retrouve très vite pour la prochaine aventure. Je sais pas encore quand ça sera ni où ça sera, je sais juste, je vous fais un petit teasing que il y a une aventure qui est prévue pour dans quelques semaines avec un nouveau membre de ma famille et ça sera pas dans l'Hexagone, ça sera outre-Atlantique. Allez, ciao!
sais pas. Oh merde, je sais pas comment finir.